Le patronat et le gouvernement aujourd'hui nous proposent de reculer l'âge de départ à la retraite, d'augmenter la durée de cotisation, c'est-à-dire de faire travailler les gens plus longtemps. Avec deux arguments qui sont, d'une part, comme on vit plus vieux, il faut travailler plus longtemps, et d'autre part, il sera impossible de financer la retraite dans l'avenir. Nous pensons que ces deux arguments sont des arguments qui sont biaisés et pour au moins l'un d'entre eux totalement faux. Il sera possible de financer la retraite dans l'avenir, tout simplement si on prend la décision politique, parce qu'il s'agit d'une décision politique, d'accompagner l'augmentation du nombre de retraités par une augmentation de la part de la richesse produite revenant aux retraités. La part des retraites dans le PIB représentait 5% en 1950. Elle représente aujourd'hui 13%. Suivant le scénario le plus défavorable du Conseil d'orientation des retraites, il faudra 3 points de PIB supplémentaires à l'horizon 2050. Donc 3 points de PIB supplémentaires à l'horizon 2050, ça correspond à un prélèvement supplémentaire de 10,4 de cotisation, ou de prélèvement plutôt, ce qui veut dire une augmentation annuelle lissée sur 40 ans de 0,26 points par an. Personne ne peut raisonnablement dire que une augmentation annuelle de 0,26 points par an mettra en l'air l'économie française, plombera la compétitivité des entreprises. Ce d'autant plus que nous savons que depuis maintenant une vingtaine d'années, les dividendes des actionnaires ont explosé et qu'il serait tout à fait possible, par exemple, d'augmenter très légèrement les cotisations patronales et de diminuer les dividendes vers ces actionnaires pour que la compétitivité des entreprises ne soit pas attaquée et donc évidemment l'emploi. Alors je dois dire, j'ai écouté votre exposé avec attention, peut-être en ayant oublié certains points. Je ne partage pas votre avis sur plusieurs points. D'abord, la situation est véritablement dramatique à mes yeux, d'autant plus que dans le système de la répartition, vous savez, cela repose sur des versements continus des gens qui sont au travail. Et le système de la répartition est assez comparable au système Madoff, c'est-à-dire que les premiers ont beaucoup touché et les derniers ne toucheront rien du tout. Bien. Alors, vous dites que surcharger les entreprises, ça ne va pas atteindre la compétitivité. Là, je dois dire, non plus, je ne suis pas d'accord, parce que les entreprises sont absolument écrabouillées par les impôts et les charges sociales, et les délocalisations qui sont tellement terrifiantes pour les gens dont les usines sont délocalisées viennent en grande partie du tsunami des impôts et des charges sociales. Si on leur met encore d'autres impôts, eh bien, évidemment, la compétitivité diminuera, ce qui sera dramatique. Alors, il y a également un autre élément que je voulais souligner, c'est qu'actuellement, le gouvernement ne prend aucune mesure nécessaire. Il a lancé simplement une grande parlotte à la conférence des retraites, mais c'est leur système. D'ailleurs, j'ai un livre là-dessus où je montre que leur système, quand il y a un problème qu'ils ont créé, c'est de lancer une grande parlotte pour étouffer le problème. Et la seule chose qui va ressortir, c'est un espèce de petit bricolage. On va reculer l'âge de la retraite, on va augmenter les cotisations, on va diminuer les pensions. C'est le bricolage que l'on fait depuis 30 ans. Tout le temps, on bricole et on n'arrivera jamais. C'est pour ça, pour moi, la vraie solution, c'est la retraite par capitalisation et même encore mieux, la liberté d'emploi de son épargne. La liberté de l'emploi de l'épargne, c'est ce qui crée de la richesse. Et pour qu'il y ait des retraites, il faut créer de la richesse. Bien. Alors, d'abord, je pense qu'il faut quand même oser dire aujourd'hui que la solution serait la capitalisation, alors qu'on voit la débandade sur les marchés boursiers. Deux crises financières, enfin une crise boursière en 2001 et la crise financière actuelle, qui n'est pas terminée et qui risque fortement de rebondir, montrent que jouer sa retraite à la bourse est totalement irresponsable. Et contrairement à ce que vous dites, le seul système stable et garanti, c'est la retraite par répartition, parce qu'il repose sur un contrat entre les générations. Les actifs payent les pensions des retraités et eux-mêmes ont la garantie de voir leur pension payée au moment où ils vont à la retraite. Tout simplement parce que par leur travail, ils ont augmenté la richesse produite. Et ce qui produit la richesse, c'est le travail, ce n'est pas l'épargne.
c'est le travail qui produit de la richesse, et ce sont les salariés qui produisent de la richesse. Donc tout le problème aujourd'hui est de savoir s'il est possible, ou pas, d'augmenter la part de la richesse produite revenant aux retraités. Vous nous expliquez qu'en fait les entreprises croulent sur les prélèvements. Écoutez, ce n'est pas exactement le cas, puisque simplement un chiffre, le taux de prélèvement des entreprises, toutes choses confondues, est aujourd'hui de 10,3%, alors que les salariés, les prélèvements obligatoires supportés par les salariés, sont de 46,4%. Donc on a aujourd'hui, alors que par exemple le taux d'impôt officiel sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés est théoriquement de 33,3%, dans la pratique, par multiples procédés, les entreprises ne payent moins de 8% d'impôt sur les sociétés. Donc, je veux dire, la question n'est pas celle-là. Ce que nous proposons, c'est effectivement de ne pas toucher à l'investissement productif, puisqu'on ne voit pas en quoi, je veux dire, baisser les dividendes versés aux actionnaires serait quelque chose qui aurait une conséquence sur la compétitivité des entreprises. Les dividendes versés aux actionnaires, c'est une ponction sur la richesse créée par les salariés dans les entreprises, ponction qui est faite par une petite minorité qui ensuite utilise cet argent pour spéculer sur les marchés financiers. Donc le fait de diminuer très légèrement, je veux dire, les dividendes versés aux actionnaires n'a aucune conséquence sur la compétitivité des entreprises. Simplement, je termine simplement en donnant un chiffre, en donnant un chiffre pour ceux qui nous regardent, c'est que les dividendes versés aux actionnaires représentaient 3,2% du PIB en 1982. Ils représentaient en 2007 8,7% du PIB, c'est-à-dire une augmentation considérable. Dans le même temps, la part des salaires au sens direct, au sens salaire direct plus cotisation sociale, la masse salariale globale, dans la même période, a diminué d'environ 9 points, ce qui est considérable. Donc un rééquilibrage de la part des salaires dans le PIB, compensé par une baisse des dividendes, permettrait tout à fait de financer les retraites sans aucun problème et sans toucher à l'emploi. Alors je vais reprendre les divers points. D'abord vous dites la répartition c'est un contrat. Je m'excuse, ce n'est pas un contrat, c'est un acte de force qui a été fait après la Deuxième Guerre mondiale, je crois à peu près, enfin peut-être commencé un petit peu avant. C'est un acte de force contre une promesse vague de recevoir de l'argent plus tard. C'est donc pas du tout un contrat, comme je vous dis, c'est le système Madoff. Un premier point. Le marché boursier, c'est ce qui féconde l'économie. Alors vous dites la bourse baisse, elle monte, etc., bien évidemment, mais sur une longue période, cela montre que le marché boursier est le meilleur placement. Il est évident que si des gens choisissent les fonds de pension, il ne faut pas qu'ils mettent les œufs dans le même panier, on sait très bien toutes les prudences qu'il faut avoir, de sorte qu'il n'y a aucun danger de ce côté-là. Vous dites que les charges des entreprises ne sont pas fortes, mais attendez, vous parlez des impôts sur les entreprises. Moi, je parle de l'ensemble des charges sociales et des impôts qui sont appuyés sur la main-d'œuvre. Parce que quand on embauche quelqu'un pour 2000 euros ou 1000 euros, ça coûte au patron une fois et demie, 2 fois essayé pour 1000 euros, ça va être 2500 euros, ce qui est évidemment la catastrophe, et ça chasse les entreprises hors de France. Les délocalisations dont tout le monde souffre, c'est en grande partie à cause des entreprises que l'on assomme ici alors à ce moment-là, ils délocalisent et on le voit ça dans les journaux, c'est épouvantable évidemment. On voit les gens qui pleurent dans l'usine dans laquelle ils travaillent depuis 40 ans et qui ne comprennent pas. Et en fait, c'est les députés, les sénateurs, les ministres qui ont chassé l'entreprise, parce que c'est eux qui imposent tout ça, qui ont chassé les entreprises hors de France. Bien. Alors vous dites la richesse est créée par le travail, je m'excuse, elle est créée à la fois par le travail et par l'épargne, et pour qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait l'épargne et le produit du travail. Il faut que l'épargne au départ est le produit du travail, puis ensuite elle se développe forcément. En bout de course, c'est le produit du travail. Le premier travailleur accumule de l'épargne, et puis ensuite ça féconde les autres travailleurs. Plus il y a d'épargne, plus la richesse augmente. Or,
le principe de la capitalisation, c'est bien finalement de créer de la richesse pour ces vieux jours, c'est ça qui est important. Et je signale que depuis des millénaires, les gens ont créé de la richesse pour leurs vieux jours. La notion de retraite est très très récente dans l'histoire des hommes, hein, puisque pendant des siècles, les hommes ont créé de la richesse, ont épargné. Toutes les villes de France sont remplies de l'épargne des gens pour leurs vieux jours, ce qui est extrêmement... Mais ça peut être, si on épargne... Parce que moi, je ne suis pas d'accord uniquement pour les fonds de capitalisation, je suis d'accord sur la liberté de l'épargne, c'est-à-dire que chacun devrait pouvoir prendre ce qu'on lui vole actuellement sous forme de charges patronales ou salariales pour la retraite, chacun pourrait devoir les prendre et les épargner hors impôt comme il veut. Et ça, c'est extrêmement important parce que la richesse vient de la liberté de l'emploi, de l'épargne. Et c'est ça vraiment la source. Et pour payer les retraites, il faut qu'il y ait davantage de richesse. Voilà. D'abord, on sera au moins d'accord sur un point, c'est qu'il faut qu'il y ait davantage de richesse. Ça, okay. Là-dessus, au moins, on sera d'accord. Ça, c'est bien. C'est déjà un point d'accord. Ceci dit, et comme je dis, la richesse, elle est créée par les salariés. Bon. Ensuite, le système que vous nous proposez a été expérimenté dans le passé de multiples fois. C'est un système qui est le chacun pour soi. C'est un système qui aggrave considérablement les inégalités. Il y a évidemment des gens qui auront les moyens de pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur épargner, etc. Et évidemment, ce sont les classes dirigeantes, les élites. Comme ça a été fait par le passé, vous avez raison de le dire, nos villes de France sont pleines de monuments, je veux dire, qui ont été construits par les classes dirigeantes. Bon. Et évidemment, à l'époque, les gens n'avaient pas de retraite, puisque de toute façon, ils mouraient à 50 ans ou avant. Hein, bon. Et l'accroissement de l'espérance de vie date d'il y a un siècle et demi à peu près, où ça a commencé à peu près à croître. Bon. Donc, je veux dire, ce que vous nous proposez comme système, c'est le pire système individualiste. Au contraire, la retraite par répartition, c'est un contrat entre les générations et c'est la solidarité entre les générations. Et donc, sur cette base-là, toute la question qui nous est posée, c'est de savoir si il est possible, dans l'avenir, de prolonger ce qui a été fait dans le passé. C'est ça la question qui nous est posée. Et nous répondons oui, parce que nous allons être de plus en plus riches. Avec avec des gains de productivité même relativement faibles de 1,5% par an, tel que le Conseil d'orientation des retraites l'indique, eh bien, la richesse aura doublé en 2050. Bon. Donc, je veux dire, et le nombre de retraités, lui, n'aura pas doublé en 2050. Donc, on voit qu'on a des marges de manœuvre considérables. Quid des délocalisations? Parce que c'est un argument, effectivement, qu'on entend beaucoup. Bon. Tout d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que dans les suppressions d'emplois, en France, les délocalisations ne comptent que pour 5% des suppressions d'emplois. Toutes les autres suppressions d'emplois, ce ne sont pas des délocalisations. Ces délocalisations, même si elles sont évidemment minoritaires en termes de suppression d'emplois, sont dramatiques, on en est d'accord. Mais toutes les entreprises ne délocalisent pas. Il faut se poser la question, pourquoi toutes les entreprises ne délocalisent pas? Si c'était le coût du travail qui était le critère principal, il ne devrait plus y avoir aucune entreprise dans aucun pays capitaliste développé. Le différentiel entre le coût du travail entre la Chine et la France doit être de 1 à 30. Entre la Chine et l'Inde, de 1 à 20, entre la France et entre la France et l'Inde, de 1 à 20, entre la France et les anciens pays de l'Est, de 1 à 7 ou 8 suivant les pays. Donc il y a d'autres, évidemment, critères qui rentrent en ligne de compte. Et parmi ces critères, vous avez la productivité du travail, vous avez le fait et la productivité du travail en France est parmi les plus élevées du monde, vous avez l'existence d'un marché captif, l'existence de services publics qui fonctionnent bien, etc., d'institutions d'État qui donnent la garantie, la confiance aux investisseurs, toutes choses qui existent en Europe et qui n'existent pas ou moins bien en Chine. Donc, le fait est, vu les différentiels de coût du travail, j'en arrête là-dessus, vu les différentiels de coût du travail, ce n'est pas la très légère augmentation des cotisations patronales qui serait nécessaire pour financer la retraite qui poussera à la délocalisation. Si les entreprises voulaient délocaliser simplement à cause du coût du travail, il y a longtemps qu'elles l'auraient fait. Si elles restent en France ou dans d'autres pays, c'est qu'elles y trouvent, je veux dire, leur profit. Et la France, par exemple, vous le savez probablement, est un des pays au monde qui attire le plus de capitaux. Et ce n'est pas un hasard, simplement parce que le travailleur français est parmi les travailleurs les plus productifs du monde.
Alors, je vais reprendre les divers points. Vous dites, au fond, les délocalisations, c'est pas dramatique. Je vous rappelle que toute l'industrie française avait passé à la moulinette des délocalisations. Non, je ne dis pas que c'est pas dramatique. Oui, d'accord. Non, je dis que ça touche un nombre d'emplois limité. Vous savez, quand on voit tous les emplois industriels qui ont été détruits, c'est immense. Mais ce n'est pas les délocalisations. Alors, vous avez... Ce n'est pas les délocalisations, c'est le choix pour la finance. Ce n'est pas la même chose. Oui, mais la finance, c'est la règle. Non, la finance, ce n'est pas la règle. Pour moi, le profit, c'est la règle. C'est la base de l'économie. Voilà. Et je dirais, quand un patron restaurant achète, comme là, on est un magnifique restaurant, il cherche à bien gagner sa vie, c'est-à-dire à faire du profit. Bon, ça c'est une chose extrêmement importante. Alors, vous dites, la richesse peut doubler d'ici 2050. J'ai écrit un livre, « Et si la France m'était arrivée », où je montre que si la France se débarrassait du socialisme, la richesse doublerait en 8 ans. Donc voilà, c'est très important, parce que tout ce système-là, c'est autour du problème du socialisme, puisque dans le système des retraites actuel, c'est l'État qui décide de tout, y compris l'âge de la retraite, ce qui est absolument insupportable que l'État s'occupe de l'âge de la retraite. Parce que la retraite, c'est quelque chose d'absolument privé, c'est un problème personnel, et ce n'est pas à l'État de dire « tu t'arrêtes de travailler à tes moments ». Et alors, c'est extraordinaire, parce qu'en s'occupant de l'âge officiel de la retraite, par exemple le fameux butoir des 60 ans, on crée le chômage dès 45-50 ans, parce que les gens qui veulent se reclasser, on leur dit « écoute mon pauvre ami, à 50 ans, tu es plus grand-chose, puisque chez nous, on prend la retraite à 55, à 60 ans, on ne va pas te donner une formation supplémentaire, d'où le chômage, cette histoire de l'État qui s'occupe, non seulement, il y a deux choses, l'État ne devrait pas s'occuper de la retraite, mais en plus, le fait qu'il veut la fixer avec tant de difficultés pour remonter actuellement, là c'est tout à fait abusif et ça crée justement le problème. Alors vous dites un contrat entre générations, mais j'insiste beaucoup auprès des auditeurs, il n'y a pas de contrat, c'est un acte de force au départ, et puis ensuite, donc on vous donne au hasard des circonstances, en vous ratiboisant votre retraite au fur et à mesure, donc il n'y a aucun contrat. Un contrat, c'est un contrat entre vous et moi, on passe un contrat, on se tope la main. Le contrat intergénérationnel, pour moi, D'abord, vous avez raison de dire que l'imposition de la retraite par répartition a été un coup de force. Ça a été un coup de force contre le patronat à la Libération, qui n'en voulait pas. Ça, c'est clair, c'était un coup de force. Et c'est les salariés qui ont imposé par les rapports de force qu'ils avaient créés la retraite par répartition. C'est-à-dire la garantie d'avoir une retraite de relativement haut niveau qui soit dans le prolongement de leur salaire, ce qui a construit la retraite par répartition pendant à peu près une cinquantaine d'années, alors qu'auparavant c'était des retraites de misère, tout au long des années 60-70 a été construite par justement l'augmentation des cotisations, une retraite de haut niveau, avec une durée de retraite qui soit une durée de retraite relativement longue dans laquelle les gens peuvent effectivement, faire autre chose de leur vie que de travailler pour un patron et d'être exploité et aliéné. Il n'y a aucune garantie. Si, il y a une garantie. La garantie, elle est donnée par la collectivité. La société, ce n'est pas simplement une somme d'individus, il y a des garanties qui sont données par les lois et par des droits. Voilà. Je voudrais revenir... Vous êtes plus jeune que moi et j'espère que vous aurez une retraite, mais si vous comptez sur cette garantie pour avoir une retraite, vous ne l'aurez pas. Et d'ailleurs, tous les jeunes... Les générations passées l'ont eu et l'auront. Au moment où ça s'arrête, il n'y a plus. Je vous dis, c'est comme dans le système Madoff, il n'y a plus. Non, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Parce que justement, la force de la retraite par répartition, c'est qu'il s'agit d'un flux continu. Vous n'avez pas besoin d'avoir, comme dans la capitalisation, d'investir et d'avoir une épargne préalable que vous devez faire fructifier et qui est strictement dépendante des marchés financiers et des turbulences boursières. Simplement, on a aussi un chiffre, en 2008, dans la zone CDE, c'est-à-dire les pays les plus riches du monde, les fonds de pension ont perdu 5 900 milliards de dollars. 5 900 milliards de dollars. Et les malheureux qui sont partis à la retraite à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu l'État pour filer un peu au pot, pour essayer qu'ils ne partent pas avec rien, ils partaient avec rien du tout. Ça ne peut pas arriver, dans le cadre de la répartition. Écoutez, mes prévisions sont différentes. Ça arrive, dans la répartition, il n'y a plus d'argent. Ça ne peut pas arriver parce que vous avez justement un flux continu
qui est basée sur les cotisations sociales versées mois après mois par les salariés. Donc c'est ça le principe de la répartition. Dans la répartition, vous avez une garantie. Et la garantie, elle est basée sur la création de richesse, qui fait qu'il y a des salaires, et chaque salarié reçoit un salaire direct et une cotisation sociale qui est immédiatement transformée en prestation de retraite. C'est ça la garantie. Alors vous critiquez dans le système de la répartition l'individualisme. Dans la capitalisation. Oui, de la capitalisation individuelle. Moi, je suis très favorable à l'individualisme. Il faut que chacun s'occupe de son soi-même. Et c'est ça ce qui fait marcher l'économie. Hein. Je reprends toujours l'exemple du restaurant. Le choix d'acheter un restaurant, ben, c'est un acte individuel. C'est pas l'État, c'est personne, c'est le patron lui-même du restaurant qui achète le restaurant et qui doit en tirer des bienfaits. De sorte que moi, ça ne me choque pas du tout. Vous dites ensuite, il y a des inégalités, mais j'en suis très content. Parce que je crois qu'actuellement, d'ailleurs, c'est l'inégalité la plus complète, puisque à ma connaissance, il y a au moins 36 systèmes de retraite, et probablement, oui, peut-être des centaines. Et l'inégalité, il ne faut pas l'oublier, est créatrice de richesse. Hein. C'est extrêmement important, donc les choses soient inégales, d'autant plus qu'on s'occupe de quelque chose d'extrêmement important, qui est le plan de vie de chacun. Il y a des gens qui peuvent souhaiter travailler jusqu'à des âges très avancés. Aux États-Unis, il y a des gens qui travaillent jusqu'à des âges très avancés à l'intérieur de leur entreprise. Il y a des gens qui veulent s'arrêter de travailler plus tôt parce que, mon Dieu, ils ont fait des économies, ça marche bien, ou leur femme travaille, ou n'importe quoi. Je crois qu'il faut qu'on soit vraiment libre de son plan de vie. Et naturellement, ça crée des inégalités. Et les inégalités dans tous les domaines sont absolument nécessaires. Je suis certainement pas votre égal sur le plan de l'intelligence et j'en suis très content. L'inégalité, c'est partout, c'est dans l'intelligence, c'est dans la culture, c'est dans la formation, c'est dans l'éducation, etc. Alors moi, ça ne m'effraie pas du tout. Alors dans ce que vous avez dit, il y a le système du contrat, mais là je suis tout à fait, comme vous savez, opposé à l'idée que c'est un contrat. Et d'ailleurs, je constate que dans le système actuel où tout s'écroule, les gens qui ont des possibilités, c'est-à-dire les jeunes qui ont soit des études, soit de bons jobs, soit de la fortune, etc., ceux-là ne souffriront pas de l'écroulement des retraites. Ce qui est affreux dans le système actuel, c'est que c'est les gens de la base qui souffrent des retraites. Et quand on voit par exemple les retraites des agriculteurs, on est absolument estomaqué dans le pays aussi riche que la France, que les gens qui manipulent le pouvoir écrabouillent les retraites des agriculteurs. De certains agriculteurs, il y en a d'autres, il y a des situations diversifiées. Et bien évidemment, dans l'écroulement probable, et même à mes yeux certain, des retraites, eh bien, mon Dieu, ce sont les plus faibles qui souffriront, parce qu'en plus, les plus faibles n'ont pas le moyen, justement, d'imaginer des systèmes pour échapper à la catastrophe. Écoutez, bon, nous avons une philosophie radicalement différente, il faut bien le constater. D'une part, bon, effectivement, vous êtes sur une logique totalement individualiste, chacun s'occupe de soi. Je pense que la civilisation, c'est que justement, tout le monde s'occupe de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité qui existe entre les individus et que c'est cette solidarité qui fait société. Donc là, nous sommes en désaccord profond. C'est-à-dire que je ne pense pas que la société soit simplement une somme d'individus. Je pense que l'apport de la civilisation, ça a été la création de solidarité entre les individus. Deuxième point, vous pensez que les inégalités sont bénéfiques et naturelles. Je pense au contraire, elles sont construites et totalement néfastes à l'avenir de l'humanité. Je pense donc que notre objectif et mon objectif est d'essayer de lutter contre les inégalités. Bon, vous dites qu'aux USA, les gens travaillent dans leur entreprise à un âge très avancé. Qui travaille à un âge très avancé? C'est ceux, effectivement, comme il n'y a pas de retraite par répartition de haut niveau aux USA, mais une toute petite retraite par répartition et le reste, c'est par capitalisation. Et bien, ceux qui travaillent dans un âge très avancé, c'est effectivement les bas salaires, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une bonne retraite et qui sont obligés de travailler sur 70 ans, 75 ans, etc.
moi, quand j'ai fait des courses aux États-Unis dans les supermarchés, vous voyez des femmes qui ont 80 ans, eh bien, qui sont aux caisses et qui mettent vos achats dans vos paniers, etc. Si c'est ça la société que vous nous proposez, eh bien, nous sommes là aussi en désaccord profond sur ce qu'il faut faire. Donc voilà, là, c'est un point, je veux dire, qui ne relève pas de la question des retraites, bon, qui est là-dedans totalement secondaire. Derrière, nous avons deux visions, qui sont deux visions radicalement différentes de la société. Je suis pour une société de solidarité qui réduit les inégalités. Vous êtes pour une société individualiste dans laquelle les inégalités sont considérées comme naturelles et bénéfiques. Nous sommes en désaccord sur tout. Je voudrais répondre à ces divers points. D'abord, je suis effectivement individualiste parce que j'estime que le Créateur a créé des personnes et non pas des espèces de magma collectifs, etc. Vous dites la solidarité, c'est un système de civilisation. Moi, je ne parle pas de la solidarité, je parle de la charité. La charité, c'est en effet quelque chose d'extrêmement important. C'est le lubrifiant indispensable, indépendamment du devoir que l'on a d'exercer la charité vis-à-vis des autres. C'est un lubrifiant absolument indispensable à la vie en société. Alors vous dites que l'inégalité est naturelle et qu'il faut raboter les inégalités. Je dis qu'elles sont construites, c'est vous qui dites qu'elles sont naturelles. Moi, je dis qu'elles sont construites socialement. Ah ben, elles sont à la fois naturelles et construites, c'est-à-dire chacun naît avec certaines facultés. Après, la façon dont il exploite les facultés, évidemment, ça crée des inégalités. Je connais quelqu'un qui a appris le chinois, qui a fait un gros effort pour ça, et qui d'ailleurs n'en tire pas beaucoup d'avantages. Enfin, il a appris chinois. Eh bien, il est certain qu'il a créé une formidable inégalité par rapport à d'autres qui ne connaissent pas le chinois. Alors, je suis d'accord avec vous sur ce point. C'est également construit. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est à la fois naturel et construit, les inégalités. Ça dépend de ce que chacun fait de sa vie. Quand on s'oriente dans une mauvaise voie, eh bien, il faut tâcher de rectifier la mauvaise voie. D'ailleurs, quand on lit le curriculum vitae de certaines personnes au moment où ils disparaissent dans les journaux, on voit très bien qu'à certains moments, ils ont fait de bons choix, de mauvais choix. Moi j'ai fait quelques mauvais choix dans ma vie, j'ai fait quelques bons choix, je crois. J'ai appris telle ou telle chose, etc. Bon, voilà, quelqu'un qui veut faire médecine puis qui s'aperçoit qu'il serait un mauvais médecin, ben, il vaut mieux qu'il abandonne au bout de 4 ans. Il a perdu une inégalité, parce que s'il devient médecin, il crée une inégalité en sa faveur. Là, je suis d'accord avec vous, il y a 2 ou 3 points sur lesquels je suis d'accord. C'est à la fois naturel et construit, mais je me félicite que ça existe, alors que vous voulez les raboter. Bien, alors, quelques mots. La charité, c'est le pouvoir des puissants et des riches sur les plus pauvres. Voilà ce que c'est que la charité. Donc je refuse profondément la charité. Je suis pour l'égalité des droits et je suis pour le développement des droits sociaux. Pas pour donner du pouvoir aux plus riches, aux puissants. Bon, chacun fait effectivement ce qu'il veut de sa vie, mais dans un cadre quand même qui est très socialement déterminé. Chacun individuellement fait des bons choix et des mauvais choix, oui, mais dans un cadre qui est quand même totalement surdéterminé. Quelqu'un qui est fils d'ouvrier, qui habite en banlieue, qui est dans un mauvais lycée, etc., eh bien, il peut faire tous les bons choix qu'il veut, sa vie est quand même largement surdéterminée par son origine sociale, par le fait qu'il vit dans un appartement, qu'un petit appartement, que le fait que même s'il n'a pas envie, même s'il a envie de travailler, eh bien, dans son appartement, il n'aura pas les moyens de le faire parce que c'est un tout petit appartement qu'il n'aura pas, etc., etc. Bon, tout ça, ce sont des choses mises en avant depuis des décennies par les sociologues qui ont très bien montré comment le capital culturel, le capital symbolique, au-delà même de la place socio-économique, pèse sur l'avenir des individus. Donc évidemment, il n'y a pas d'égalité, bon, mais vous considérez que c'est naturel, que ces égalités sont bénéfiques. Bon, moi je considère qu'effectivement elles ne sont pas bénéfiques et que la vie ne résulte pas simplement d'un choix individuel, bon, mais elle est largement, hélas, surdéterminée par des considérants socio-économiques. Je ne suis pas en désaccord complet avec ce que vous voulez dire, mais les choses étant ce qu'elles sont, il est certain qu'il y a des gens qui sont plus favorisés que d'autres. Quelqu'un qui connaît bien les maths fait Polytechnique, et il y a des personnes qui font Polytechnique venant de tous horizons et de toutes origines. Évidemment, ils créent une inégalité en faisant Polytechnique. Bien.
Alors, vous êtes hostile à la charité, moi je ne le suis pas parce que la charité, ben, je suis catholique et la charité, ça fait partie du catholicisme et c'est pas du tout pour exercer un pouvoir. J'ai un petit enfant, puisque maintenant j'ai des petits-enfants, et quelqu'un a eu la gentillesse de lui faire la charité, de lui apprendre les mathématiques, et ben, c'est pas du tout pour exercer son pouvoir, c'est parce que, ben, mon Dieu, ça lui faisait plaisir d'aider cet enfant à apprendre les mathématiques alors qu'il ne comprenait rien aux mathématiques. Bien. Alors, c'est sûr que chacun naît avec un certain potentiel. Il y a des gens qui ont plus de potentiel que d'autres, mais si vous leur enlevez ce potentiel, c'est pas pour ça que les autres auront un potentiel. Voilà. Mais